Donc, mes chers collègues, nous allons maintenant procéder à l'audition de la Fédération SOS Médecins, représentée par son président, M. Pierre-Henri Juan, et son secrétaire général, M. Serge Smadja, à qui je souhaite la bienvenue et que je remercie d'avoir bien voulu se rendre à notre invitation. Je vous informe que nous avons décidé de rendre publiques nos auditions et que par conséquent, celles-ci sont ouvertes à la presse et rediffusées en direct sur un canal de télévision interne, puis consultables en vidéo sur le site internet de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Il m'appartient de faire procéder à cette formalité dès le début de l'audition. Monsieur Juan, je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous remercie. Monsieur Smadja, je vous invite à faire de même. Je vous remercie. Donc vous savez les raisons pour lesquelles vous êtes auprès de nous pour la commission d'enquête. Je vais vous laisser la parole pour 5 minutes pour présenter un petit peu SOS Médecins et répondre à notre problématique. Et ensuite, je passerai la parole au rapporteur, M. Philippe Vigier. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de auditionner SOS Médecins France au sein de votre commission. Une présentation en préambule à nos discussions. SOS Médecins, qu'est-ce que c'est ? Ça a été créé en 1966, ça a plus de 50 ans aujourd'hui. C'est le premier réseau libéral d'urgence et de permanence de soins en France. Ça représente une activité qui correspond à la prise en charge de plus de 6 millions d'appels, qui aboutissent à 4 millions de dossiers médicaux ouverts, qui sont après répartis en 2 500 000 visites, 900 000 consultations et 700 000 conseils téléphoniques. 60% des actes sont réalisés en permanence de soins, à savoir la nuit, le week-end et les jours fériés. La fédération et l'ensemble de ces associations couvrent plus de 90% des grandes agglomérations et plus de 60% de la population française, métropolitaine et ultramarine, puisque nous avons une antenne en Martinique. SOS Médecins est devenu un chaînon incontournable dans l'organisation des soins. C'est un service libéral qui assure également beaucoup de missions de service public. C'est un accès aux soins pour tous. Il faut savoir, dans certaines associations et dans certains bassins de population, nous avons jusqu'à plus de 40% de patients en CMU ou en ACS. Nous participons bien évidemment au maintien à domicile des patients en mettant à disposition un médecin au chevet du patient, en évitant des coûts d'hospitalisation et en aidant des personnes âgées qui ont des pathologies chroniques, qui ont du mal à se déplacer. Nous intervenons également en maison de retraite, en EHPAD. La continuité des soins, qui est l'heure d'ouverture des cabinets, a depuis une dizaine d'années augmenté de façon importante. On a plus de 30% d'activité sur 10 ans, entre 8h et 20h. Sur ces soins programmés-là, on a été amené évidemment à adapter nos modes de fonctionnement et à pallier les systèmes là où notre complémentarité était nécessaire. La permanence de soins ambulatoires, c'est donc 60% de notre activité. C'est une activité en plateau ascendant faible, elle est bien régulée. Nous avons des standards interconnectés qui sont régulateurs et qui optimisent la prise en charge des appels et qui peuvent fournir comme ça un service médical rendu optimisé, associant conseil téléphonique, visite à domicile et consultation sur nos points fixes. Enfin, il y a les réalisations d'actes médico-administratifs. Il faut savoir que beaucoup d'associations font les visites des personnes passées en garde à vue, bien sûr les découvertes de cadavres, les constats de décès, les interventions dans les prisons et les hospitalisations sous contrainte, essentiellement psychiatriques. Nous participons aussi à la surveillance sanitaire. Depuis plus de 10 ans, nous sommes le plus gros réseau libéral de fournisseurs de données de veille sanitaire à Santé publique France. Nous avons un service différent des médecins installés en cabinet, mais nous sommes un chaînon essentiel de la médecine ambulatoire. Nous intervenons en complémentarité. Nous allons bien dans le sens de la politique actuelle, puisqu'on prône un retour à l'ambulatoire, on prône un maintien à domicile, et le médecin est quand même la clé de voûte du maintien à domicile, aidé bien évidemment en cela par les assistantes sociales, les infirmières et tous les taillages des aides qu'il est possible d'avoir. C'est un système qui est regardé à l'étranger. Nous avons régulièrement des demandes de pays étrangers, encore une hier.
Les médecins d'SOS exercent en secteur 1. Les revenus des médecins leur reviennent essentiellement. Nous ne sommes pas une société capitalistique, ce n'est pas un modèle capitalistique, c'est une association de médecins libéraux dans un groupement type SCM, donc les médecins assument les charges de fonctionnement. Voilà, SOS Médecins France ne demande pas de tarification dédiée aux privilégiés, mais un traitement équitable dans les cotations par rapport aux autres professionnels. Avant de passer la parole au docteur Smadja, je veux juste très rapidement aussi aborder le côté reconnaissance. On est ici sur une commission qui montre quand même qui nous permet en tout cas de souligner l'échec de l'hospitalocentrisme. Il faut absolument optimiser la complémentarité de tous les acteurs médicaux. Ça a conduit à une crise des deux secteurs hospitalier et libéral. Aujourd'hui, je pense que tout le monde doit pouvoir travailler de concert. On voulait également souligner le grand danger de l'excès de la forfaitisation qui conduit à une déresponsabilisation et porte atteinte à l'activité, au volume d'horaires fournis par les médecins, et puis qui porte aussi atteinte à un des grands principes de la médecine libérale qui est quand même le paiement à l'acte. Il faut relancer l'attractivité de la médecine libérale, nous allons en parler ultérieurement. Il faut pour cela, bien sûr, discuter d'une rémunération réévaluée, des charges peut-être diminuées. Tout le reste, il y aura toujours une grande vigilance dans nos propos sur ne pas détricoter un système qui fonctionne, et là, je parle de la permanence de soins, et ne pas détricoter un système qui fonctionne et ne pas oublier que on ne peut pas toujours tout faire partout, mais on est force de proposition. Je vais le laisser le docteur Smadjev continuer la présentation. Alors, merci madame, monsieur. Alors oui, c'est un sujet difficile qui dure depuis des années et les solutions elles peuvent être envisagées que si c'est l'ensemble de la profession qui, ensemble, en toute complémentarité, travaille à essayer de limiter les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la médecine libérale vit une crise sans précédent parce qu'elle n'est plus attractive. On a beaucoup parlé de numerus clausus, on a beaucoup parlé de nombre de médecins. Aujourd'hui, c'est plus tellement le problème. Le problème, c'est que les médecins qui sortent des facultés ne sont pas du tout attirés par la médecine libérale. Et pour ça, dans nos propositions, on pense qu'il faut susciter les vocations d'emblée lors des études médicales et ne pas montrer au cours de la longue et de plus en plus longue formation des médecins, ne pas montrer que la référence, c'est seulement l'hôpital. Parce que c'est un message inconscient et involontaire qu'on donne aux médecins de dire que quelque part il y a une vraie médecine hospitalière et une médecine un peu accessoire secondaire qui est la médecine libérale. Donc la réforme des études médicales est fondamentale avec davantage de médecins libéraux enseignant dans les facultés pour bien montrer à la profession que la médecine libérale est la médecine générale libérale est une discipline comme les autres. Et ça, c'est fondamental, pas seulement en termes de symboles, mais en termes, j'allais dire, pratico-pratiques. Et puisque c'est SOS Médecins qui parle aujourd'hui, évidemment, essayer de ne pas mettre de frein à ce que les structures SOS Médecins soient des terrains de stage pour les médecins, parce qu'il y a souvent des blocages, dont on pourra en parler tout à l'heure, mais il y a des blocages pour considérer que SOS Médecins ne peut pas être un terrain de stage pour les médecins généralistes. C'est bien dommage, parce qu'on rencontre souvent des médecins qui ont été formés et bien formés à l'hôpital, mais qui, faute d'expérience libérale de ville, se sentent pas très bien armés pour participer à l'exercice et, en tout cas pour ce qui nous concerne, à la permanence de soins et à la prise en charge des soins non programmés. Donc je déroule rapidement, je pense qu'on reviendra sur ces points-là. Et donc, attractivité, toujours. Souvent, les médecins, avant de s'installer, se renseignent pour savoir comment est organisée la prise en charge de la permanence de soins dans leur secteur futur d'exercice. Et dans les zones où la permanence de soins est bien organisée, c'est pour eux un facteur d'attractivité. Et notamment dans les grandes villes où existe SOS Médecins et où la permanence de soins
est prise en charge, ça peut être un facteur qui incite les médecins à s'intégrer dans un dispositif où cette permanence de soins est bien organisée. La continuité des soins, on en a parlé aujourd'hui, évidemment, les difficultés qu'on a connues depuis des années pour la prise en charge des soins quand les cabinets de médecins étaient fermés, on les rencontre aujourd'hui quand les cabinets de médecins sont ouverts, du fait de la démographie médicale insuffisante et du fait que les médecins traitants de cabinets étant débordés, ils peuvent difficilement s'organiser et sortir ou prendre en charge dans leur cabinet des soins pour des urgences en dehors des rendez-vous. Il faut faire attention à ne pas, si on veut trouver des solutions pour la prise en charge des soins dans la journée, à ne pas désorganiser la permanence de soins qui ne fonctionne pas partout parfaitement comme il faut, mais pour lesquelles on a trouvé dans bien des endroits bon nombre de solutions. Il ne faudrait pas détricoter un système qui se consolide à peine pour essayer de trouver des solutions dans la journée. Alors la continuité des soins, la prise en charge des soins dans la journée, il y a d'autres instances qui réfléchissent, il y a d'autres missions qui ont été chargées de réfléchir et de faire des propositions. Puisqu'on en est aux propositions, nous pensons par exemple que le paiement à l'acte, c'est quelque chose de fondamental, c'est l'âme de la médecine libérale et c'est un des principes fondamentaux. Nous mettons en garde contre l'excès de forfaitisation et donc le paiement à l'acte doit être maintenu et voir pour la prise en charge des soins non programmés peut-être la mise en place d'une lettre clé type comme ça a déjà été proposé par le passé par divers rapports comme on l'a indiqué, Jean-Yves Graal en juillet 2015 et plus récemment le rapport d'information sénatoriale des urgences hospitalières de juillet 2017. Ce même rapport pour parler de la permanence de soins, a proposé également qu'on étende les horaires de cette permanence de soins au samedi matin. Là aussi, c'est une petite mesure, mais c'est l'ensemble de petites choses qui, je pense, vont faire évoluer le système. Déjà, on a donné des horaires un peu arbitraires à la permanence de soins, mais alors aujourd'hui, considérer le samedi matin comme n'étant pas une période de week-end est un peu surprenant. Donc il faudrait étendre les horaires de la permanence de soins au samedi matin. Voilà. Rapidement, je pense, le 3624 est le numéro national de permanence de soins. À côté du 15, il y a un numéro de permanence de soins qui est en train de se déployer, mais il ne faut pas que trop multiplier les numéros. Et en tout cas, il faut que les numéros qui sont bien connus de la population et les gens qui, depuis plus de 50 ans, ont l'habitude de faire appel à nos structures, il faut que ce numéro-là soit maintenu, ce qui est d'ailleurs prévu dans la loi de santé, l'article 75. La complémentarité des acteurs est très importante et évidemment, SOS Médecins doit pouvoir accéder au dossier médical partagé et notre spécificité étant l'urgence et les soins non programmés, il faudrait, comme les CRA 15, les SAMU Centre 15, il faudrait qu'on puisse avoir accès au dossier du patient en cas d'urgence. Ça aussi, tous les éléments qui peuvent concourir à une meilleure complémentarité et un meilleur travail en réseau avec l'ensemble des acteurs hospitaliers, SAMU et médecins installés sont de nature à améliorer la prise en charge des patients. Dernier point, évidemment, la prise en charge des soins, comme on l'a dit, et se fait dans la complémentarité de tous les acteurs, à la fois les médecins installés et les médecins hospitaliers. Évidemment, l'engorgement des urgences hospitalières et on doit tout mettre en œuvre pour essayer de l'éviter et pour ça évidemment il faut améliorer l'amont et pour améliorer l'amont il faut que les médecins qui voient les gens chez eux au chevet du patient, à domicile ou en consultation, mais pour nous c'est souvent à domicile, puissent avoir le meilleur équipement pour essayer de faire le meilleur filtre entre un patient qu'on peut laisser à domicile, le maintien de la prise en charge ambulatoire, et un patient qui doit être hospitalisé. Et tout ce qui est de nature à améliorer notre diagnostic au chevet du patient est bienvenu en termes de désengorgement des urgences et d'économie. Et pour ça, l'échoscopie en urgence que beaucoup de structures SOS commencent à mettre en œuvre et beaucoup de médecins s'équipent et se forment. Mais aujourd'hui, cet acte d'échoscopie est un acte qui est fait
gracieusement, puisqu'il n'y a pas de cotation à l'heure où on parle pour le médecin libéral comme nous au chevet du patient. Le maintien à domicile, le virage ambulatoire, on va le développer, je pense, dans les questions. Mais ça, c'est un sujet fondamental. Si on veut maintenir les gens à domicile et si on veut éviter des recours aux urgences, il faut, encore une fois, dans l'attractivité, inciter les médecins à se déplacer et à aller voir les patients. Et aujourd'hui, la tarification conventionnelle du déplacement à domicile est quasiment indécente et ce n'est pas du tout de nature à inciter les médecins à faire des déplacements à domicile. Et je ne parlerai pas ici des difficultés de circulation et de stationnement, qu'ils soient dans les grandes villes ou qu'ils soient évidemment en milieu rural. Je continue. Où je vais... Continue. Je continue. Bon, après, ce qu'on propose aussi, c'est dans le cadre de cette complémentarité avec tous les acteurs, du fait de notre expertise, SOS Médecins, c'est une organisation qui prend en charge complètement le patient à partir du moment où il appelle. C'est-à-dire que SOS Médecins, c'est un centre d'appel. Nous avons nos propres centres d'appel avec nos propres ARM ou standardistes qui prennent en charge les appels. Nous avons un médecin régulateur qui permet évidemment de hiérarchiser les urgences et d'apporter la meilleure réponse, de donner des conseils médicaux. Et donc on pourrait être un centre, une structure qui fédère, qui rassemble et qui puisse travailler avec d'autres intervenants qui ne seraient pas des SOS médecins, des médecins, par exemple des médecins installés qui pourraient venir dans nos structures et comme ça ponctuellement participer à une espèce de grand tour de garde local. Donc c'est cette complémentarité avec les acteurs, donc qu'ils soient des médecins de cabinet installés, des médecins spécialistes ou encore des paramédicaux. On le développera tout à l'heure. On dira un mot, mais je suis trop long sur les infirmières de pratique avancée. On le développera tout à l'heure. La télémédecine, bon, on en a beaucoup parlé comme... Alors on arrête. Non, mais merci pour vos propos quand même assez complets et très intéressants. Je vais laisser la parole à monsieur le rapporteur. Oui, bien noté que vous êtes prêt à accueillir des jeunes internes dans les terrains de stage. Oui. Est-ce que vous êtes favorable à l'idée de plateforme unique, 15 SOS médecins et télémédecine dans chaque département, pour ne pas multiplier les plateformes, mais qu'il y ait une véritable cohérence de centre de traitement en amont des appels des patients pour savoir comment bien les irriguer? La troisième question, est-ce que vous êtes prêt à lancer quelques expérimentations de création de plateformes de SOS médecins dans certains départements, pas de plateforme de création d'unités de SOS médecins dans certains départements, et quel financement public vous appelleriez pour ces créations de plateformes? Et la quatrième chose sur vous avez parlé d'attractivité, donc si j'entends ce que vous dites, il faut donc une tarification particulière pour les soins non programmés, différente du secteur 1, secteur 2, et une nouvelle tarification pour les déplacements, dans le cadre des visites à domicile. Voilà, sur ces 4 points, est-ce que vous pourriez me répondre rapidement, s'il vous plaît? Alors, d'abord sur les tarifications, bon, comme il a été expliqué, il faut savoir qu'en journée de semaine, une consultation est à 25 €, une visite à 35 et en permanence de soins, en consultation un dimanche, une consultation est à 51,50 €, une visite à domicile à 55 €. Donc il y a ou 3,50 € ou 10 € d'écart. Bon. Donc effectivement, une tarification dédiée à la visite semble plutôt d'actualité dans le sens où la dernière évaluation doit dater de plus de 11 ans. Donc évidemment que oui, un acte dédié à la visite, un acte dédié aux soins non programmés dès lors qu'il sera défini. Nous avons été auditionnés par la commission de M. Thomas Meignet également sur les soins non programmés. Donc je crois qu'il y a une double réflexion qui sera menée là-dessus. Votre autre question, c'était sur... Le déplacement, oui, pardon, ça coupe en fait. Non, allez. Donc bon, la tarification, c'est ça. Ensuite,
sur les plateformes d'interconnexion, alors c'est plus compliqué que ça parce que les standards SOS Médecins sont complets, c'est-à-dire qu'on a la capacité de régulation, la capacité de faire venir sur nos points fixes et la capacité d'envoyer un effecteur. Les SAMU Centre 15, ce n'est pas toujours leur cas. Mutualiser les plateformes, c'est pas quelque chose qui est dans nos idées, c'est pas quelque chose qui aurait forcément une faisabilité au niveau logistique aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux compléter. Mais... Oui, là encore, on parle de relancer l'attractivité du milieu libéral, du monde libéral. Il ne faut pas le fondre dans le service public. Autant la complémentarité avec les services publics est absolument fondamentale. Et aujourd'hui, c'est notre réalité. Parce qu'aujourd'hui, tous les SAMU Centre 15 sont interconnectés avec les plateformes SOS Médecins. Nous avons tous des conventions avec nos SAMU et on travaille en totale complémentarité et on se parle. Pour autant, fondre les structures SOS Médecins, vous avez dit le lieu unique dans une structure unique, je pense que ça ne serait pas un bon message pour le monde libéral. Je pense que si on met une organisation libérale, elle ne peut que fonctionner en totale collaboration avec les structures publiques, mais ce n'est pas l'un pour remplacer l'autre, puisque là encore, c'est, je pense, ce qu'on devrait éviter. Oui, mais attendez, on ne peut pas avoir, si je prends une image d'athlétisme, deux couloirs, la médecine libérale et la médecine publique. Ça ne marche plus. C'est l'échec total, vous êtes d'accord avec moi, on manque de médecins en ville et l'hôpital est encombré dans les urgences, vous l'avez dit. Donc, est-ce qu'on n'est pas ici... On va demander, enfin, nous, on va faire des suggestions. Par exemple, que les généralistes aillent dans les maisons de garde, dans les hôpitaux, plutôt que de faire des gardes comme ils le font chez eux, avec des déplacements où ils sont isolés. Parce que les médecins nous disent tous qu'ils veulent travailler en équipe. Pour travailler en équipe, il faut un plateau. Bon, donc quand vous avez une plateforme de régulation avec à la fois des urgentistes, des gens de SOS Médecins, et puis, pardonnez-moi, mais il va y avoir quand même la télémédecine qui arrive. Il ne faut pas que ce soit trois avis différents. Attendez, mon collègue pense que lorsque tout le monde est autour de la table, et même les moyens informatiques et les moyens numériques qu'on va mobiliser, parce qu'il y a les moyens numériques, vous faites un infarct à distance et vous avez un électro qui vous transmet l'image, je préfère qu'il y ait un urgentiste qui regarde, et sur l'écran d'à côté, s'il y a un généraliste qui futile le SOS Médecin, c'est pas grave. On joue une véritable complémentarité avec une efficience de soins. Moi, ce dont j'ai peur, c'est la multiplication des choses. Et si on n'essaie pas de standardiser un peu, et notamment, on avait parlé, Monsieur le Président, lors d'un déjeuner il n'y a pas longtemps, si on veut essayer, parce qu'on voit bien qu'il y a des mesures d'urgence à proposer, toutes les mesures qu'on a proposées depuis quelques années, elles n'ont même pas endigué la fuite. La fuite s'aggrave. Pour continuer de répondre, et ça répondra aussi à cette nouvelle question, ouvrir de nouvelles associations. Alors, on en a déjà discuté. SOS Médecins, on peut être une valeur ajoutée pour rassurer les médecins d'un territoire donné. C'est-à-dire que sur un bassin de population, il faut un certain volume de patients pour qu'une association existe en tant que telle, en autonomie. Il faut un certain nombre de médecins qui soient prêts à la créer. Néanmoins, ce que nous avons évoqué, c'est le fait d'être un espèce d'appui logistique. C'est-à-dire que 3 ou 4 médecins dans une zone qui ne serait pas très loin d'une ville de moyenne importance où il y a une association SOS Médecins, cette association sera même de leur fournir ce moyen logistique, c'est-à-dire de gérer leurs appels de garde, éventuellement, et c'est là où on parlait de passerelle, de fournir 1 ou 2 médecins de l'association sur quelques jours de garde où ils ne sont pas libres pour les faire, éventuellement de les faire tourner dans nos associations pour qu'ils gardent une attractivité sur les visites à domicile et sur la présence auprès des populations. En somme, fournir une aide logistique, une aide technique à ces médecins qui auraient peur d'aller s'installer dans des communes où ils auraient peur de se retrouver tout seuls. Ça, on peut faire. Par contre, créer sans respecter nos cahiers des charges et tous nos règlements des associations, par principe, on va mettre une association SOS Médecins là, alors qu'on sait, nous, qu'il n'y a pas la faisabilité, ce serait une erreur. On est plus en positionnement... Pardon, mais... Je suis trop près. On est plus en positionnement sur vraiment un appui logistique de moyens techniques et puis de compétences qu'on met en commun. Voilà, ça on peut faire. Il est illusoire de penser qu'on peut monter une association. Je ne vais pas donner de zone géographique, je ne veux pas me fâcher avec aucune région. Mais voilà, dans certains endroits reculés, on ne peut pas mettre 5 médecins d'SOS et dire « Allez, faites une SOS. » Non, par contre,
Si d'un bout d'un département et de l'autre bout, on peut, via 2 associations SOS Médecins, amener ce soutien logistique, ça, ce serait une plus-value. Et puis, ça rassurerait les médecins pour s'installer dans ces endroits-là. Oui, non, monsieur Cubertafond. Comment devient-on médecin, SOS médecin? On devient médecin, SOS médecin, parce qu'on a envie d'avoir une médecine. Très souvent, l'histoire, c'est toujours la même. On vient pour voir, on a envie d'avoir un complément d'expérience professionnelle avant de savoir ce qu'on va faire dans sa carrière. Et je ne vais pas vous donner de pourcentage, mais la plupart du temps, on y reste. Parce que c'est une médecine changeante. Il faut avoir pratiqué évidemment dans des services d'urgence, voire des SAMU. La plupart de nos médecins ont fait des vacations dans des services d'urgence, ont été internes ou même assistants dans des SAMU. Ils travaillent encore. Certains régulent encore dans les SAMU et sont même médecins encore effecteurs dans certains SAMU, dans certains services d'urgence. Donc il n'y a pas de panoplie type, mais c'est souvent la volonté d'aller voir une activité qui leur semble un peu atypique et qui en fait est tellement complémentaire. On a ventilé tous nos types d'activités, de la médecine classique à de la médecine médico-administrative, à de la médecine d'urgence. Et tout ça fait que les médecins restent chez nous. Madame Robert ? Oui, moi je vais un petit peu rebondir sur tout ce qui a été dit. Donc je voulais savoir si vous aviez vraiment une formation spécifique ou pas, d'urgentiste, ou puisque vous intervenez des fois au chevet des gens, ou comment vous faites quand vous les avez au téléphone, est-ce que vous allez les envoyer sur le 15 parce que vous sentez que c'est pas pour vous? Est-ce que voilà, tout ça, ça me... C'est exactement comme ça qu'on fonctionne. Nous sommes des spécialistes de médecine générale, mais nous sommes tous formés aux urgences, comme l'a dit Pierre-Henri, soit en étant passé dans les services d'urgence, soit en étant passé par le SAMU, soit en continuant à travailler au SAMU aux urgences pour bon nombre d'entre nous. Et donc, évidemment, on travaille aujourd'hui en complémentarité avec les SAMU Centre 15, et c'est pour ça que c'est un système complémentaire et je pense une bonne voie. C'est-à-dire que quand les gens nous appellent, comme nous avons une régulation médicale, quand les gens nous appellent et quand on estime que l'appel relève d'une détresse vitale, évidemment l'appel est transféré au SAMU. Et de la même manière, lorsque le SAMU reçoit un appel qui n'est pas une détresse vitale, mais qui nécessite l'intervention d'un médecin rapidement pour des situations un peu soit urgentes, comme par exemple une douleur très aiguë qu'il faut aller soulager, soit une douleur abdominale ou thoracique un petit peu atypique, intermédiaire, pour laquelle il faut vraiment l'expertise d'un médecin rapide au chevet du patient, il fait appel à nous. Donc on travaille comme ça en complémentarité, bien sûr, avec le service public. Ensuite, alors c'est vrai que vous êtes très présent en milieu urbain, mais moi j'ai un département très rural. Alors je me demandais si vous étiez SOS médecin tout le temps, ou si vous pouviez être SOS médecin simplement pour assurer la permanence des soins le week-end, ou enfin, c'est une petite piste. Je sais pas. Pourrait peut-être fonctionner. Oui, tout le monde nous pose ce type de questions parce qu'effectivement, je crois qu'aujourd'hui, et c'est plutôt agréable, la pertinence de nos structures est évidente pour tous les partenaires sociaux, pour tous les intervenants, qu'ils soient politiques ou administratifs. Après, il y a un attachement à l'activité 24 heures sur 24 à SOS Médecins. Donc, faire des structures dégradées, ça nous semble dangereux, parce qu'on peut d'une part y perdre son âme. On peut aussi, c'est la fameuse phrase, déshabiller Pierre pour habiller Paul, c'est-à-dire des structures avec des activités qui ne soient pas 24-24, qui seraient assimilées à du SOS médecin. Est-ce que, parce qu'il y a quand même des contraintes d'horaire, le 24-24, il faut travailler la nuit, il faut travailler les week-ends. Si vous mettez des structures de type SOS qui ne font pas ce type d'activité, est-ce que toutes les associations SOS continueront à recruter des médecins et l'attractivité ne va-t-elle pas s'inverser par rapport au volume horaire, aux contraintes éventuelles du 24-24 ? Ça, c'est la première chose. Les solutions qui sont amenées généralement par les associations, et c'est le cas en Lorraine notamment, c'est de pouvoir proposer des points fixes de consultation en périphérie des zones d'activité, voire en grande périphérie, ou voire sur des secteurs non pourvus. C'est déjà un moyen
d'éviter le déplacement de personnes parce qu'on met un accès aux soins sur une zone dédiée, dite déficitaire en offre ou dite désert médical. Ça peut être une solution. On n'est pas très favorable, nous, à l'idée d'un SOS à demi-volume, quoi. Oui, j'avais deux questions en fait. Enfin, c'est un peu la même. À Sens, dans le Lyon, SOS Médecins a adopté le statut de structure collective traitante par dérogation. Donc c'est une dérogation. Enfin, vous connaissez le dispositif. Oui. Et justement, donc cette dérogation autorise les médecins intervenant dans le cadre de cette association à prendre en charge les personnes âgées ne bénéficiant pas de médecins traitants. Quel bilan et quelles conclusions vous tirez de cette initiative, de ce dispositif, et est-ce que ça vous semble quelque chose qu'on puisse déployer? Alors, c'est un dossier que je connais bien. J'ai signé avec le directeur du CCAS et en présence de la direction de l'UNCAS ce partenariat qui a été développé. Il a évidemment porté ses fruits. Aujourd'hui, c'est une prise en charge d'une centaine de patients qui, effectivement, n'ont plus de médecin traitant. Mais cette question est très pertinente parce qu'elle va vous montrer qu'on est dans une impasse. Et c'est quand même très embêtant. Je vais vous dire pourquoi. Et c'est très pratique comme cas. Donc, ces patients n'ont plus de médecin traitant. Et les médecins d'SOS Médecins ne sont pas médecins traitants. Donc, il faut renouveler des traitements en affection longue durée, d'accord, sans être le médecin traitant. Jusqu'ici, on peut le faire. Il faut renouveler des demandes de 100% de patients en affection longue durée, en ALD. Hein, jusqu'ici, et là, seul le médecin traitant peut faire. Donc là, les médecins d'SOS prennent en charge... Mais attendez, j'essaie d'être clair. Prennent en charge ces patients. Alors, il y a eu une intervention du député, du directeur du CCAS, du maire, de l'ARS. La CPAM ne veut pas que les médecins d'SOS Médecins, parce que non médecins traitants, et pour certains, les médecins traitants sont décédés, pour certains de ces patients, le médecin traitant ne fait pas lui-même la demande de renouvellement de 100%. Alors, aujourd'hui, l'état actuel, parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps, le docteur Dinet, ils peuvent prescrire les médicaments à 100% à ces patients, ils peuvent les voir. La CPAM continue de les prendre en charge à 100%, alors que le dossier de renouvellement n'est pas fait. C'est pour ça que je vous dis, on a optimisé la prise en charge de patients qui ont plus de 80 ans en moyenne, qui ont 8 pathologies en moyenne, dont c'est 1h15 de s'en occuper, c'est des polypathologiques, ils n'ont plus de médecin traitant. SOS Médecins Sens amène, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ses compétences, eh bien, il demande une chose, c'est que la structure SOS Médecins Sens soit considérée médecin traitant. Comme ça, tous les intervenants au sein des SOS Médecins Sens pourraient renouveler, parce que c'est... comment ils font? Parce qu'en même temps, comment fait-on? Alors, ils sont 5 médecins intervenants, alors il faut que les 5 en prennent 20, mais quand le 5e n'est pas là, il ne peut pas. Donc, la structure. Donc, on vous a abordé dans notre développé, être reconnu structure traitante, c'est important. Eh bien, la CPAM ne veut pas que l'association SOS Médecins Sens soit structure traitante, soit le médecin traitant de ces patients pris en charge. Il y a un filtre fait par le CCAS, donc c'est une centaine de patients, pas triés sur le volet, mais vraiment sur une optimisation de prise en charge. Voilà. On peut d'ailleurs même, ça passe par le premier point que vous avez soulevé, d'ailleurs vous l'avez fait dans votre petite note, c'est l'accès au DMP. Oui. Parce que si vous avez accès au DMP, au dossier médical partagé, vous avez tout l'historique, vous avez toute la connaissance, donc ça accrédite l'idée. Après, c'est cette affaire des médecins traitants qui a été inventée à un moment, qui était le pivot de l'entrée dans la clé de soins. On s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'obstacles qui se posent en aval. Ma deuxième question, excuse-moi, parce que ça faisait suite à l'intervention de Madame Robert aussi, et ça fait lien aussi avec votre intervention maintenant. Concernant, on a bien compris que SOS Médecins n'allait pas s'aller dans les endroits vraiment, dans ce qu'on appelle des déserts médicaux actuels, parce que ce n'est pas une solution qui puisse satisfaire. En zone urbaine, c'est faisable. Malgré tout, est-ce que vous voyez, à travers le dispositif qui est mis en place à Sens, une possibilité de créer un parallèle ou quelque chose qui irait dans des zones un petit peu plus rurales? Voilà.
Oui, alors il y a soit physiquement une possibilité de déplacer le médecin, il y a le tri est pas bon, mais une sélection des personnes âgées par le CCAS local et le médecin voilà, va voir le patient. Ça, c'est une chose. Il va même, et dans ces cas-là, par exemple, il va hors zone couverte sur les gardes pour aller les voir. Vous voyez, par exemple. Donc, effectivement, on peut déroger au système des secteurs de garde et aller plus loin que prévu dans ce type de montage de prise en charge de patients, c'est une chose. Et l'autre, comme je vous l'ai dit, déjà, mettre un point fixe délocalisé, amènerait une solution, un point fixe qui peut être optimisé, c'est-à-dire où il peut y avoir un échoscope, où il y a tout le matériel nécessaire, électrocardiogramme, de l'oxygène, enfin voilà, une espèce de poste de point fixe avancé qui permettent déjà de gérer beaucoup d'actes médicaux, tout au moins déjà pour tous les patients qui peuvent se déplacer. Par exemple, dans les EHPAD, on pourrait mettre un point fixe avancé dans chacune des EHPAD. Il y a quasiment tout ce qu'il faut sur place. Mais pour poursuivre ce que vous avez demandé tout à l'heure, vous êtes prêt à faire des expérimentations, à créer des antennes de SOS médecins, pas simplement dans la campagne, il y a des villes avec des vraies désertifications, parce que moi je trouve que le mode d'exercice de la médecine chez SOS médecins est un peu particulier, ça peut séduire aussi les jeunes générations. Est-ce que vous seriez prêt à dire, ben voilà, on tente le coup, on verra bien si on en monte 2, si on en monte 5, si on en monte 10, mais au moins là où on les aura créés, plutôt que laisser des remplaçants qui sont toujours plus nombreux. Je rappelle qu'il y a 46 000 médecins remplaçants en France. Il y a quand même, oui, il y a 46 000 médecins, donc il y a un vivier considérable de médecins qui potentiellement, éventuellement pourraient vous rejoindre. Est-ce qu'ils ne viennent pas chez vous? C'est dû aux contraintes de l'exercice 24-24? C'est des problèmes de rémunération? C'est quoi? Non, alors après, il y a eu une évolution sociétale de la démographie, d'abord des patients, puisqu'on a une population qui vieillit et on a plein de jeunes enfants, et de la démographie médicale, enfin, il y a une évolution démographique et sociétale, excusez-moi. Sociétale, les médecins ne travaillent plus comme il y a 45 ans. C'est-à-dire, oui, non, mais, et donc, même au niveau de l'attractivité, les jeunes médecins s'y reprennent à 2 fois avant de venir chez nous, sauf qu'on continue à être attractif. Oui, monsieur, mais vous m'accorderez aussi que les mêmes jeunes médecins qui terminent leur internat vont faire des journées, j'ai plein d'exemples en tête, une journée même à 200 km, ils sont payés 1 200 €, ils y vont. Ils le font, parce que les mêmes qui vous disent qu'ils veulent travailler 35 heures avant le mercredi après-midi libre et qu'il va à 17 heures, ils peuvent avoir des besoins financiers ou des besoins de satisfaire tel ou tel plaisir, ou même de travailler par exemple 10 jours chez vous en un mois et d'avoir 15 jours de libre. Et il y a de plus en plus, donc c'est pour ça que, d'ailleurs on avait évoqué cette question il y a 3 semaines ensemble, et je continue d'y croire en me disant, s'il y a une volonté, avec la fameuse plateforme dont je parlais tout à l'heure, avec une création, avec un soutien de la force publique, quand je dis la force publique, la puissance publique des collectivités de l'État, et ce que vous disiez pour les CEPAM, pardonnez-moi, les CEPAM, elles ne sont pas là pour édicter les règles, elles sont là pour les appliquer et de faire en sorte que les remboursements soient là. C'est quand même le fruit du paritarisme. Enfin, il ne faut pas qu'on oublie tout. Alors, on a créé le paritarisme en France, et s'il ne sert pas la cause noble qu'il doit servir, c'est que peut-être qu'il faut le revoir, mais ça, peut-être ça fera partie un jour de la transformation. Plus en plus de médecins remplaçants professionnels qui font que ça. Mais ma question a été posée par Alexandre, mais je vais la compléter. C'est plutôt une question de curiosité. Est-ce que vous êtes rappelé par des patients qui ont eu le docteur Juan en urgence? Est-ce que je sais que vous n'êtes pas médecin traitant, mais ça doit arriver qu'on veuille vous revoir, on veuille. Ça nous honore qu'on veuille nous revoir, ça nous honore. Mais dans le principe de fonctionnement des SOS médecins, comme justement, et on en a parlé, médecins traitants, on ne les suit pas. Les gens qui font appel à SOS médecins font appel à la structure. Les gens qui font appel à SOS médecins font appel à SOS médecins pour un besoin. Et comme notre structure répond avec des charges qui permettent de répondre aux patients 24 heures sur 24 dans des délais raisonnables, évidemment, on peut très rarement répondre à la demande du patient, c'est-à-dire qu'il souhaite voir le docteur intel parce qu'il n'est pas de garde, parce qu'il est à l'autre bout de la ville ou du département. Donc ce n'est pas notre modèle. Mais ça peut arriver comme ça, fortuitement. Mais bien sûr, pour revenir à ce que vous disiez sur SOS Médecins qui met à disposition sa plateforme, autant la création d'une structure SOS Médecins en milieu
milieu rural où la densité de population est plus faible et où les distances sont très très éloignées pour rendre visite aux patients potentiels et n'est pas notre modèle, mais peut-être le modèle peut-il s'adapter, et c'est ce que on a écrit ce qu'on disait tout à l'heure, et peut-être on peut en complémentarité avec les autres collègues spécialistes paramédicaux et autres confrères, notre plateforme pourrait être le centre d'appel qui recueille, qui régule et qui adresse un effecteur qui pourrait ne pas nécessairement être un membre des SOS médecins. C'est un petit peu comme ça qu'on réfléchit, oui, en effet. Sur les expérimentations, vous êtes prêt à les faire si on vous lance dedans, si on vous demande d'y aller ou pas? Tout à fait. Si on parle d'expérimentation visant à mettre en place une communauté de moyens entre du paramédical, de la logistique technique, de l'expertise médicale, on a notre place dedans, on est tout à fait prêt à faire des expérimentations, oui. À lancer de nouvelles unités SOS Médecins, on fait un véritable appel à projet. On dit à des jeunes ou à des remplaçants actuels, allez, on y va, il y a 5 endroits en France, ou 10 endroits, et puis on essaye. Essayer, on est toujours favorable. Si c'est expérimental, on peut essayer, et dans le cadre qu'on vient de décrire, oui. Est-ce que vous pourriez, il y a le modèle économique de fonctionnement de vos antennes SOS Médecins, est-ce qu'on pourrait en disposer, voir exactement les entrées et les sorties, voir un peu s'il y a le modèle économique et financier, voir quels seraient les besoins de soutien de la puissance publique? Il est très simple, hein. En fait, c'est un cabinet de groupe, hein. C'est des médecins libéraux qui se regroupent et qui partagent les frais pour le fonctionnement de leur structure. Si on est sollicité pour étendre nos interventions et si on est sollicité pour modifier un petit peu notre modèle, dans la mesure où, si on ne s'est pas étendu dans les endroits où la densité de population est plus faible, où les distances sont plus longues, c'est parce que ça ne correspond pas à notre modèle. On peut peut-être essayer d'expérimenter ce système, comme je vous l'ai dit, et c'est sûr que si, dans la mesure où on apporte, nous, notre plateforme, si on peut avoir des incitations financières à faire fonctionner cette plateforme, oui. Pour aller un peu plus loin dans mon propos, non mais on donne à l'heure actuelle 50 000 € à un médecin pour s'installer seul dans une zone désertifiée en ville ou à la campagne. On donne, comme vous savez, aux maisons de santé pluridisciplinaires, les ARS conventionnent, donnent jusqu'à 40-50 000 €, bon, très bien. Et dans les CPTS qui sont en train de se créer, il y a quelques financements qui sont versés soit par l'assurance maladie, soit par les régions. Bon. Si on partait sur une expérimentation en disant, voilà, ils créent des unités, une fois de plus en essayant d'attirer des jeunes ou des remplaçants, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on loupe ce vivier qui est extraordinaire d'hommes et de femmes qui sont médecins et qui pourraient être intéressés ensuite pour faire de la médecine générale ou je ne sais pas. Est-ce qu'on n'a pas essayé, c'est pour ça que je vous interrogeais sur la modélisation, pour que l'on puisse l'optimiser et voir comment, éventuellement, dans notre rapport, on peut la proposer. Oui, vous pouvez peut-être percevoir une petite retenue chez nous parce que notre philosophie a été toujours d'être autofinancé, de ne dépendre de personne. Voilà. Donc les seules gratifications financières sont celles que la loi oblige, à savoir le médecin de permanence perçoit une astreinte de garde. Là où il y a des zones déficitaires, il y a accès à une défiscalisation éventuelle, point. On n'a jamais, comme certaines, effectivement, Monsieur le Président le dit, certaines structures qui ont été montées, que ce soit des UPATU, des choses comme ça, qui ont, par des ARS, des 100-150 000 € de budget de fonctionnement sur des fonds FIR, sur des fonds X ou Y, certaines MSP. Ça, nous, on n'a jamais voulu rentrer là-dedans. Par contre, si on est dans un domaine d'expérimentation, avec effectivement une mutualisation de moyens, si dès lors notre attractivité fait qu'on peut aussi, en plus de jeunes remplaçants qu'on va fidéliser sur SOS, faire un réseau avec infirmiers, aides-soignants éventuels, aide à domicile et pharmacie, et enfin tout ce qui peut se faire,
et que, par exemple, les coûts structure, il y a un financement pour ça, que nous, on reste sur nos entités. Enfin, voilà. Il y a un montage qui est possible, il y a une réflexion qui est possible à mener, bien sûr. Mais, vous avez cité les CPTS, et c'est vrai qu'on pourrait d'ailleurs être intégré dans les CPTS, d'ailleurs. Je pense que ce serait peut-être quelque chose qui pourrait bien aider au niveau territorial, quoi. Chers collègues, oui, vous avez d'autres questions? Écoutez, docteur Smadja, docteur Juan, merci beaucoup de votre venue ici. Merci. Et écoutez, il est 12h30, je vous souhaite un bon appétit aussi. Merci de nous avoir reçus.